Donc déjà, pour commencer ce cours sur les pointeurs, là, un petit récap sur les variables. Ok, parce que ça, c'est important de bien comprendre c'est quoi le concept de variable avant d'attaquer les pointeurs. Donc là, par exemple, je viens de créer une variable, A. Est-ce que vous voyez bien au fond? Oui. Ouais. Ok. Donc j'ai une variable A qui est ici. Et ben j'affiche ça. À votre avis, ça va être quoi déjà la sortie de cette commande-là? En fait, on voit pas très bien. Voilà. C'est bien le oui de politesse, mais... hein. Ah, on peut éteindre la lumière aussi. Là, c'est bien là? Oh, magique. Alors du coup, qu'est-ce que j'affiche avec ça? La valeur de A, ça va être quoi? 1. L'adresse de A. Ok, pour l'instant. Et puis, size of A, la taille d'un char qui est 8 bits. Ok, on parle pas en bits parce que l'unité minimale, enfin la plus petite unité d'allocation sur les mémoires de masse et sur les mémoires de travail, c'est l'octet. Donc, un octet. Ok, très bien. Toc. Oula, je suis pas sur le bon. On est sur quoi? C'est pas le main, pensez. Ok, et donc si j'exécute main.o, main, tout simplement. Bon, hop, hop. Ça commence bien. Ok, j'ai pas compilé correctement, on est d'accord? Voilà. Toc. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est .main. Donc j'ai bien ma valeur. Est-ce que à la limite, je peux pas le foutre ailleurs? Terminal. Panel position, bottom. Allez, paf. Donc là, j'ai bien ma valeur 1, j'ai une adresse qui est là, et j'ai un octet. On est ok. Si je recommence à exécuter, vous remarquez un truc? L'adresse change. Ok. On en reparlera, mais c'est notamment pour éviter des attaques sur la pile, puisque on parlera de la pile un peu plus tard. Mais voilà, du coup, pour éviter ça, il y a un petit peu de randomisation qui est faite au niveau de la génération des adresses. Ok, vous avez l'idée, avec un short, ça va être quoi l'adresse et ça va être quoi la taille? Alors l'adresse, ok, on va voir. Et la taille d'un short? Pardon? C'est 16. 16 quoi? Octet. Non, pas 16 octets. 2 octets. 2 octets, 16 bits. Ah. Ok. Un int, 32. 32 bits. Mais depuis tout à l'heure, je vous demande de parler en octets. 4. Ok. Un long int, 8 et un long long, 8 octets. En fait, j'étais surpris. A priori, pour moi, le long, ça voulait dire 4 octets. Voilà. En fait, le int était un type un petit peu malléable en fonction de l'architecture. Et pour moi, le long voulait dire 4 octets. Mais visiblement, c'est pas le cas. On va voir ça, on va confirmer. Toc, on compile, on exécute. Et là, du coup, effectivement, char, short, int, long, long, long. Ok. Est-ce qu'on remarque quelque chose au niveau des adresses? Ah, ils se suivent. C'est mignon. Donc celle-là, l'adresse 91. Un octet plus loin, à l'adresse 92, j'ai bien B. 2 octets plus loin, 94, j'ai bien 4 octets. Encore, enfin j'ai bien les 4 octets. Donc 4 octets plus loin, j'ai bien ça. Et 8 octets plus loin, donc considérez qu'on est en hexa, hein, donc je passe bien de 98 à A0. Et donc j'ai bien mon augmentation de 8 octets. Ok. C'est bon pour vous ça? Qu'on soit bien d'accord, maintenant je vais représenter vite fait la RAM. Toc. Alors dans la RAM, je vais même essayer de représenter un autre truc. Pour l'instant, on va supposer que vous avez le processus. On parlera du processus, c'est presque ça, c'est dans 2 TP. En tout cas pour mon groupe, c'est dans 2 TP. C'est la représentation mémoire de votre programme en cours d'exécution. D'accord? Donc le processus, il est là. Et dans le processus, il y a différents espaces mémoire. Et moi, je vais zoomer sur un espace mémoire qu'on va appeler la stack. Donc pour l'instant, je m'en fous un petit peu des couleurs. Tant pis, c'est pas ça qui m'intéresse. Et la stack, je vais vous parler, par exemple, quand vous faites un char, en fait, donc char A comme on a fait au tout départ, qu'est-ce que ça fait en réalité si vous écrivez juste char A point virgule.
ça réserve 1 octet en mémoire. Ok. Si vous écrivez short B, ça réserve 2 octets en mémoire. Si vous faites int C, ça réserve 4 octets en mémoire. Et vous voyez là où je veux en venir. Ok. Donc du coup, je suis pas satisfait de mon rectangle. Est-ce que je le refais vraiment? Du coup, voilà, on a 8 octets et 8 octets. Ça, ce sont les deux autres nombres qu'on avait. Voilà. Alors pour l'instant, je les fous dans un endroit un petit peu aléatoire. En réalité, il y a un truc qui est un peu rangé quand même, mais bref, tant pis. Et donc, je vais prendre C comme exemple. Moi, je ne vais pas noter C comme étant la case. D'accord? C'est pour mieux vous expliquer, à mon sens. C'est voilà, c'est quoi les pointeurs? Pour moi, C, je considère que c'est la valeur, le contenu de la case. Donc en fait, C est égal à 3. C'est le contenu de la case qui est égal à 3. D'accord? D est égal à 4. C'est le contenu de la case qui est égal à 4. Ok là-dessus? Et donc, en vrai, là, je vous le marque en décimale, mais sur un 32 bits, c'est 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 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 0. Alors pourquoi le 1, 1 il se trouve en plein milieu? En fait, si j'écris en décimale, en hexadécimal, pardon, mon nombre c'est 3. Comme ça. Bon, c'est pas le sujet, mais en fait, c'est ce qu'on appelle le boutisme. Grand boutisme ou petit boutisme. On stocke les nombres en commençant par l'octet de poids fort, en commençant par l'octet de poids faible. Sur Intel, c'est du Little Indian, on commence par le petit bout. Donc on commence par stocker d'abord l'octet de poids faible, puis l'octet de poids un peu moins faible, puis l'octet de poids un peu plus fort, puis l'octet de poids fort. Voilà. Mais bref, voilà. Juste pour vous rappeler que là, moi, je marque en décimale, mais en vrai, tous les octets sont, enfin, tous les bits des 4 octets sont pris. On est bien d'accord? Allez, on oublie ça. Donc voilà, ça c'est les variables, et pour moi c'est intéressant de connaître ça avant d'aller voir les pointeurs. D'ailleurs, autre chose intéressante, on va faire du tableau. Quand je fais un tableau comme ça, qu'est-ce qui se passe? Déjà, cette notation-là, ce n'est pas une notation forcément à laquelle vous êtes habitué. Qu'est-ce qui se passe avec cette notation-là? D'ailleurs, cette notation-là, avec un tableau, vous ne pouvez l'utiliser que dans ce cas-là. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Initialisation du tableau. Alors, un tableau en C, c'est ce qu'on appelle de l'allocation statique, c'est-à-dire qu'on doit connaître au moment de la compilation la taille du tableau. Là, je ne lui fournis pas la taille. Comment il se débrouille? J'ai 4 éléments, ok, mais ça ne me donne pas la taille, ça quand même. J'ai le type. J'ai 4 éléments de type entier. Donc je sais que je vais stocker 4 entiers. Donc combien d'octets en tout dans mon tableau? 16. Ok. On confirme ça. Là, j'affiche la valeur de array. Eh bien, array tout simplement. À la limite, je pourrais le mettre, même l'écrire comme ça. Array, c'est égal à ça. Ensuite, je peux vous afficher l'adresse de array. Et ensuite, je peux vous afficher la taille size of array. Ok. Alors du coup, je compile, j'exécute. Et mon tableau, qu'est-ce qu'on remarque? Array, c'est quoi? C'est pas une valeur. C'est une adresse. D'accord? D'ailleurs, l'adresse de array, c'est une notation qu'on ne devrait pas utiliser, celle-là. Mais bon, elle passe. Vous voyez que c'est la même chose. Donc au final, qu'on parle du tableau ou de l'adresse du tableau, c'est la même chose. Donc ce symbole-là, le symbole array, ici dans mon cas, c'est une adresse. D'accord? C'est l'adresse de quoi? De la première case du tableau. Ok, on y revient juste après. Et la taille, vous la voyez bien? 16, donc 4 fois la taille d'un entier. Ok. Donc qu'est-ce qui se passe cette fois-ci quand je fais un tableau? Changement de couleur. Je crée un espace mémoire qui contient 4 fois ça. Ah, ça va être chiant en fait. On va le faire comme ça. Ok. Et là, du coup, qu'on soit bien d'accord, array, c'est pas ça. C'est pas le contenu de la case. Non, 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 non. Array, c'est le nom du tableau. Et donc, en fait, ça pointe vers la première case du tableau. C'est l'adresse de la première case du tableau. D'accord? Petit exemple, j'accède à chacune des cases ici en faisant ça. Alors, je ne sais pas si vous avez fait gaffe. Vous avez vu comment je ferme, enfin, je compte mon nombre d'itérations? Est-ce que vous pouvez me l'expliquer ça déjà? On divise le nombre total de tailles divisé par le nombre de chaque. Voilà, la taille totale du tableau divisée par la taille d'un élément du tableau. De chaque élément du tableau.
Et donc là, ce que je fais, c'est j'affiche la valeur. Tiens, pareil, j'aurais pu le marquer comme ça en fait, ce serait beaucoup plus simple. Array de i, donc qui va être la valeur. Ensuite, l'adresse de array de i, et ensuite la taille. Et on va vérifier ce que ça nous donne, ça. Donc je compile, j'exécute. Et là, du coup, array de i, ça nous file bien la valeur du tableau. Par contre, l'adresse de array de i, c'est quoi? La case 0 ici, eh ben, c'est bien la même adresse que array. Okay, l'adresse de la case numéro 1, c'est bien 4 octets plus loin. L'adresse de la case numéro 2, c'est bien encore 4 octets plus loin. Et l'adresse de la case numéro 3, c'est bien encore 4 octets plus loin. Ok. Et donc, array de i, la notation crochet vous permet d'accéder à la valeur. Ok. On y reviendra, c'est l'équivalent du déréférencement sur le pointeur. Et puis après, sinon, l'adresse d'une case, bah, ça vous donne bien l'adresse de la case et donc de la donnée. On est OK là-dessus? OK. Bien. Et ben maintenant, on va pouvoir vraiment attaquer les pointeurs. OK. Alors, les pointeurs. Toc. Premier cas, je vais faire ça. On va attaquer étape par étape les pointeurs. Est-ce que d'ailleurs, je pourrais pas virer la notation du tableau, tout ça, tout ce que au-dessus? Non, j'ai besoin de C, je crois. Ouais, j'ai besoin de C. Toc. Pour virer au moins cette notation-là. OK. Je pourrais vous laisser aussi à disposition le fichier C, comme ça vous pourrez le manipuler par vous-même. Et donc là, je déclare un pointeur. Ok, donc int p étoile égale nul. Normalement, c'est quelque chose que vous devriez faire. Le égal nul. D'accord? Vous devriez initialiser le pointeur à chaque fois. Donc soit l'initialiser à nul parce qu'il n'est pas encore réellement en train de référencer quelque chose, soit vous devriez l'initialiser avec l'adresse déjà d'une variable. Mais bref. Donc là, qu'est-ce qui se passe? J'affiche P, donc la valeur de P. D'accord? Ensuite, je vais afficher l'adresse de P, et ensuite, je vais afficher la taille de P. Et qu'est-ce qu'on observe? La valeur de P, c'est quoi? C'est effectivement l'adresse. Non, pas du tout. C'est bien la valeur de P, c'est bien le contenu de la case, et donc son contenu est nul. Ok? L'adresse de P, c'est bien l'adresse de la variable. Alors, est-ce qu'on peut regarder un truc? On peut comparer vite fait cette adresse-là par rapport aux adresses précédentes. Est-ce qu'il y a un lien, il y a quelque chose? Regardez, 48, on est en hexa, je vous rappelle. Donc 8 octets plus loin, c'est bien l'adresse 50. Donc c'est bien une variable également qui se trouve au même endroit. Okay, s'il y a une définition avec laquelle j'insiste en ce moment sur les premières années, c'est quoi un pointeur? C'est une variable qui contient une adresse, mais c'est une variable. Okay, donc c'est-à-dire que mon pointeur, il se trouve là avec mes autres variables. C'est juste que c'est un comment vous avez vu la taille? Je ne sais pas si vous avez fait gaffe. C'est 8 octets. Ok. Pourquoi 8 octets d'ailleurs? Il pointe vers un entier. Non, c'est pas parce qu'il pointe vers un entier. C'est un entier. Non, c'est pas parce que c'est un entier. Pas tout à fait parce que c'est un entier. Une variable sur ce système. J'ai entendu? C'est la taille des pointeurs sur ce système-là. C'est la taille des pointeurs sur ce système-là. Alors pourquoi sur ce système-là c'est 8 octets? C'est la taille des adresses. C'est la taille de... Les adresses. Pourquoi c'est la taille des adresses? Il manque un truc. C'est une architecture 64 bits. Moi, mon processeur, c'est un X86-64. Parce que mon PC, il date d'après 2005. Quoi. Donc c'est bon, on est sur du 64 bits. Okay. Éventuellement, à une époque, les pointeurs étaient sur 32 bits parce qu'on était sur des architectures. Vous avez dû voir ça dans le TP. Quand on va lire le fichier ELF, c'est marqué Intel 80 386. Ce qui est équivalent à du X86-32. D'accord? Donc là, moi je suis sur une machine 64, donc mes pointeurs sont 64 bits. Ok. Alors, P c'est une variable, on est d'accord. Hein? Donc P, pour moi, ça ne représente pas ça. P, pour moi, c'est le contenu de cette case-là. Ok? Et pour l'instant, c'est égal à quoi? Nul. En fait, c'est 0. Ok? Mais c'est juste que c'est une manière particulière de différencier une variable initialisée à 0 ou un pointeur initialisé à une adresse qui n'existe pas. D'accord? C'est pour des raisons de sécurité, on en reparlera éventuellement plus tard. Enfin, pas aujourd'hui, mais plus tard en TP. Ok, donc mon pointeur, c'est une variable qui contient une adresse. On est d'accord là-dessus? Pour l'instant, c'est juste que j'ai mis la valeur 0. Et cette variable-là, elle est bien stockée à côté de toutes les autres variables, au même endroit. Ok, dans la stack.
Et ça, pareil, je commence à poser les graines, mais on verra ça en TP vraiment en détail. On va passer pas loin de 2 séances sur la stack. Ok. L'étape d'après, je vais faire une assignation, enfin une affectation en bon français. Donc là, je vais mettre l'adresse de C dans mon pointeur P. Donc là, je compile, j'exécute. J'ai pas sauvegardé. Je compile, j'exécute. Et là, que vois-je? La valeur de mon pointeur, c'est quoi? Je parle bien de la valeur. C'est une adresse. C'est quelle adresse? Vous êtes d'accord? Donc effectivement, c'est l'adresse de la variable C. Donc ça veut dire que là-dedans, je n'ai plus 0. J'ai une adresse qui est en 0x machin cc. Pour l'instant, parce que la prochaine exécution, ça va changer. Donc vous vous attachez pas trop pour l'instant au cc. Mais du coup, c'est l'adresse de quoi? C'est l'adresse de ça. Donc c'est là qu'on peut commencer à dire que mon pointeur pointe vers cette case mémoire-là. D'accord? Et là, vous avez vu que je ne suis pas rentré dans la case. Je ne parle pas de la valeur de la case. Je parle bien de l'emplacement où se trouve la case. D'accord? Mon pointeur, par contre, lui, son adresse, je parle bien de l'adresse de la variable P, n'a pas changé. Elle n'a pas changé. Elle se trouve toujours 8 octets plus loin que la variable précédente. D'accord? Donc du coup, j'ai bien, ma variable P a bien une adresse. L'adresse, c'est cette case-là. Ok? Et en plus, ma variable P contient une adresse. C'est là où c'est difficile. Voilà. Et c'est là où il faut être rigoureux. D'où le schéma, d'où le fait qu'on fasse ce point ensemble. Ok? C'est sûrement à partir de là que voilà, le rappel commence à être important. Ça vous va? Donc là, c'est juste une affectation. Je modifie ma variable P en fonction d'une autre adresse que j'ai mise. Ok? Bah tiens, je vais commencer par ça. Je vais... À la place de... Ouais, non, j'y reviendrai plus tard. Je vais garder l'ordre que j'avais prévu. Focus, focus. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais lire la valeur pointée par la variable. Par mon pointeur. La valeur pointée par mon pointeur. Donc, je sauvegarde, je compile et j'exécute. Qu'est-ce qui se passe? Je crée une variable que j'appelle i et je la mets à 0. D'accord? Donc je regarde. Au moment avant de modifier i, j'ai bien c égale 3. La valeur pointée par p est égale à 3. Alors c'est quoi cette notation-là? C'est ce qu'on appelle le déréférencement. Le déréférencement, c'est-à-dire je prends mon pointeur et cette fois-ci j'accède au contenu. C'est ça le déréférencement. D'accord? À ne pas confondre avec les déclarations. Deux choses différentes. Quand vous faites int étoile p, c'est une déclaration. Vous déclarez que P est un pointeur vers un entier. Notez que l'astérisque ici, vous pouvez la coller au type int, vous pouvez la coller au P, vous voudrez bien laisser un espace de chaque côté, de part et d'autre. Okay? Il n'y a pas de norme là-dessus. Le C est relativement libre là-dessus. Ma préférence, c'est de coller ici pour dire que c'est un pointeur d'entier. Mais l'usage courant est plutôt de mettre le pointeur au niveau de la variable, pour dire que c'est bien P qui est un pointeur. Donc attention à ça. Donc ça, c'est bien la déclaration. Mais une fois que la variable est déclarée, ça n'a pas la même signification. Ça, c'est le déréférencement. Ça, c'est je pars de mon pointeur et je vais accéder au contenu. D'accord? Déclaration, éventuellement avec l'étoile qui est bien collée au P. Et puis déréférencement, c'est à partir... En fait, vous ne pouvez avoir qu'une seule initialisation, une seule déclaration. Et après, c'est que du déréférencement. C'est bon? Et donc le déréférencement me permet effectivement d'accéder au contenu de la variable C. Chose que j'arrive à faire. Et ensuite, ce que je fais, je peux déréférencer ma variable, et puis, enfin mon pointeur, pardon, et puis affecter une autre variable à partir de là. Cette ligne-là est équivalente strictement à écrire ça. Alors, équivalente en C. En assembleur, il y a un peu plus de travail derrière. Okay? Pareil, on en reparlera en TP. Mais là, sinon, d'un point de vue C, d'un point de vue comportement de votre programme, ces deux lignes-là sont équivalentes. Et du coup, qu'est-ce que ça me permet de faire? Ça me permet d'effectivement de mettre la valeur 3, donc qui était la valeur de C, dans I. Parce que je suis passé par le déréférencement de mon pointeur P. Ça va?
De la même manière, là, je viens de modifier, enfin, je viens, pardon, d'accéder à la valeur pointée en lecture, mais je peux très bien accéder en écriture. C'est juste que ça va être de l'autre côté du égal, tout simplement. Et là, du coup, ma valeur pointée par P, donc ça, je le dirai, ma valeur pointée par P va prendre 333 comme valeur. Donc, toc, je compile, j'exécute. Et donc, au départ, C, il valait 3, on le voit ici. Et maintenant que j'ai fait ça, j'ai mis 333 dans la valeur pointée par P. Donc là, encore une fois, j'ai déréférencé, donc j'ai bien entouré ici. Et ben, je viens modifier la valeur pour que maintenant ce soit égal à, que ce soit égal à 333. Ok. Ça, en général, ça passe plutôt bien. Ouais. Il y a un truc que je comprends pas, mais pourquoi on passe par un pointeur? Enfin, c'est quoi l'utilité C'est le point tout petit peu après. Ok. Je me permets de te le cacher pour l'instant. Ok, dernière chose. On va faire des choses interdites. L'avantage, c'est que nous, en système embarqué, on va pas trop casser le matériel. Donc, on peut tester un truc. Là, qu'est-ce que je fais avec cette première ligne-là? Tiens, d'ailleurs, je vais m'arrêter là juste. Qu'est-ce que je fais avec cette première ligne-là? On change la valeur de P. Donc, l'adresse pointée par P. Donc là, je suis en train de changer ce qui est là-dedans. Ok. Je lui dis, tu pointes vers 0x 1, 2, 3, 4 et machin. Donc, ça veut dire que ce lien-là n'existe plus. On est bien d'accord. Ok. À la place, je pointe vers une autre zone mémoire. Je parle bien d'une autre zone mémoire. Pourquoi? Regardez cette adresse-là. Je vais compiler, tiens, je vais exécuter. Cette adresse-là n'a pas du tout la même gueule que toutes les autres adresses qui commencent par 7FFD4, machin. Ok. Donc ça veut dire que je suis bien dans ma RAM, mais je suis complètement à un endroit différent de la RAM. Ok. Donc je ne suis pas au niveau de la stack, je ne suis pas au niveau de mon programme en fait. Est-ce que ça marche? Bah pour l'instant, mon pointeur, ouais, ça marche. Je viens de mettre une valeur dedans. Ok, donc mon pointeur contient une nouvelle adresse. Ok, ça marche. Mon pointeur P, il a une nouvelle valeur, donc il pointe vers une nouvelle adresse. Mon pointeur P, il est toujours dans la stack. Si je regarde, c'est toujours 8 octets après la variable E. Et ma variable, elle fait toujours 8 octets. Ok, ça change rien. Par contre, si je fais ça, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ça va pas marcher parce que c'est peut-être une zone qu'on n'a pas le droit de... En fait, là, je vais faire un déréférencement. Donc, déréférencement, je prends ma petite flèche et puis je pars. Et je pars où? Dans un endroit de la RAM complètement random. Est-ce que mon programme peut accéder où il veut dans l'ordinateur? Pas du tout. D'accord? Ça, c'est le système d'exploitation, Windows, Ubuntu, enfin plutôt Linux d'ailleurs, qui va décider de dire attention, ce programme-là, toi, tu n'as pas le droit d'y aller, erreur. Et ça vous donne segmentation fault. Ok? Et ça, on va l'expliquer. Segmentation fault, pourquoi? Eh bien, la stack, c'est un segment. D'accord? C'est un morceau de mémoire dédié à ça. Et bien, du coup, en fait, j'accède à un segment qui m'est interdit. Segmentation fault. Ok? Voilà. On en reparlera encore en TP de ça. Ok? Et donc là, ça me provoque une erreur. Donc, du coup, pour des soucis de poursuite d'explication, je commande tout ça. Ça va? Maintenant, pourquoi les pointeurs? Pourquoi est-ce qu'on se fait chier avec ça quand même? Voilà. Et ben on va faire ça. Je vais vous présenter ma variable x et y. Ok. Mes variables x et y. Toc, je compile. J'exécute. J'ai pas sauvegardé encore une fois. Lala. Ma variable x et y, elles sont aux adresses 144, 148. Ok. Donc je vais mettre à jour mon tableau. Donc j'ai des variables, je les avais mises en bleu, mes variables. Donc j'ai encore x et y. Hop là. X et y. Donc dans ma notation à moi, x c'est vraiment le contenu de la case et y également. J'ai dû mettre 55 et 66. Désolé pour le zoom. Et je vois bien que c'est 144, 148. Je peux comparer par rapport à mon pointeur, par exemple, qui est à 160. Ok. Là, du coup,
bah, elle serait bien peut-être même placée avant. Non? Enfin bref, c'est dans ces eaux-là, quoi. Donc en fait, on est bien au même endroit de la mémoire. D'accord? Je vais peut-être virer même toute la partie P, juste pour avoir un peu plus de lisibilité. Excusez-moi. Donc je reprends CABA, CABC, et là on est à CAC0, donc on est, on est dans ces eaux-là, quoi. Là, il y a un truc qui va pas. CABC. Après, si. Ouais, c'est ça. En fait, on doit être entre la variable C et la variable D, d'un point de vue stockage. Pourquoi? Là, c'est la chaîne de compilation qui décide, elle fait l'optimisation par rapport à l'espace. On en reparlera aussi en TP, c'est pas le sujet. Je vais pas avoir le temps d'en parler. D'accord? Mais en gros, sachez que X et Y sont bien avec mes variables ABC pour l'instant. D'accord? Et bah, tiens, d'ailleurs, pareil, je vais virer ça. Donc, on a bien tout qui est ici, au même endroit. Ok? Maintenant, je vais appeler une fonction que je vais appeler fonction passe par valeur. Ok? Et je vais passer les valeurs X et Y. Donc, je vais passer 55 et 66 à ma fonction. Jusque-là, rien de compliqué. Ma fonction, elle est là-haut. Elle est loin. Et qu'est-ce que je fais? Ma fonction, elle prend deux paramètres que j'ai appelés X et Y. Ok? Et je mets X et Y aux valeurs 555 et 666. Ok? Donc, logiquement, dans mon main, je devrais récupérer la valeur 555 et 666 sur mes variables X et Y. Mais, puisqu'il y a un mais, qu'est-ce qui se passe? Ma variable 555, ma variable X et Y, elles sont à quelle adresse? 30 et 34. D'accord? Mais une fois que je rentre dans ma fonction, X et Y, elles sont à quelle valeur? Quelle adresse, pardon? 0C et 0,8. Ça veut dire quoi, ça? C'est pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes variables. D'accord? Ma variable X de mon main n'est pas la même variable X que celle de ma fonction. D'accord? Et donc, ça veut dire que je ne peux pas passer une variable. D'ailleurs, l'exemple ici, c'est que moi, je passe X et Y à ma fonction, mais je passe bien cela. Hein. Ma fonction, elle est censée les modifier, et à la fin, dans mon main, j'ai bien conservé mes valeurs initiales. Je n'ai pas été modifié. Okay? Pourquoi? Bah parce qu'au final, dans ma fonction, j'ai modifié non pas les variables X et Y de mon main, mais les variables X et Y de ma fonction. Donc en fait, dans la stack, on va pouvoir commencer à avoir un petit découpage qui va être que vous avez une zone mémoire par fonction. Donc là, j'ai une zone mémoire pour main, et puis une zone mémoire pour ma fonction. Donc ça veut dire que là, j'ai encore un X et Y qui sont ici. Ok, mais ce ne sont pas les mêmes. D'accord? Et du coup, dans ma fonction, quand je fais X est égal à 555 et Y est égal à 666, c'est bien cela que je modifie. Et quand je quitte ma fonction, tout ça, ça disparaît. Ok? Donc ces valeurs ont disparu, et c'est pour ça que j'arrive pas à les récupérer derrière. Ok? Alors, on peut le voir, peut-être un F30, un F0C. En vrai, il y a un tout petit espace. A priori, de mémoire, on devrait avoir 16 octets d'écart, ici de creux, de zone morte. On verra ça en TP. Ok? J'en parle pas. Mais on est vraiment pas loin en mémoire. Mais c'est quand même deux zones mémoire différentes. On est dans le même segment, le segment de stack, mais quand même deux espaces mémoire un petit peu distincts. Chaque fonction va avoir ses variables locales. Et local, ça veut dire dans ce petit rectangle qui est propre à la fonction. Okay. Et vous voyez pourquoi on appelle ça une stack, une pile. Je rentre dans une fonction, je vais poser ça par-dessus. Je rentre dans une nouvelle fonction, je vais reposer le contexte de la nouvelle fonction par-dessus, et on va empiler comme ça, et puis dépiler quand on va quitter. Ok? Donc comment je peux contrer ça? Comment je peux passer des valeurs? En fait, ce qui se passe, quand je fais un passage, comme ça, ici, ce qui se passe, quand je fais un passage par valeur, ce qui se passe, c'est que je ne passe pas ma variable x et ma variable y. Ce qui se passe, c'est que je copie la valeur de x et de y. C'est ça qui se passe. Et du coup, le 55 et le 66, ils arrivent où? Ils arrivent là. C'est pour ça que mes variables sont initialisées au moment où je rentre dans la fonction. Okay. Et c'est pour ça qu'après, je peux travailler avec.
Mais qu'on soit bien d'accord, un passage par valeur, c'est ce qu'on appelle un passage par recopie. On recopie la valeur. Alors comment on peut faire pour essayer de modifier tout ça? Eh bien pour essayer de modifier tout ça, on va faire un passage par adresse. Donc passage par adresse, c'est-à-dire que je passe l'adresse de x et je passe l'adresse de y. Ok? Mais du point de vue du prototype de ma fonction, ça va être quoi les deux arguments? Ils vont être de quel type? Int étoile. Parce que si je passe des adresses, il faut que dans ma fonction pass by address, il faut que j'ai des variables qui soient capables de contenir des adresses. Donc, des pointeurs. Rappelez-vous, un pointeur, c'est une variable qui contient une adresse, rien d'autre. Donc ça veut dire effectivement que dans ma fonction pass by address, j'ai déclaré deux pointeurs. Ok? Alors, toc, on compile, on exécute, et on comprend après ce qui se passe. Là, qu'est-ce que j'ai copié? J'ai bien copié au moment où je passe, où j'appelle la fonction, j'ai bien copié l'adresse de x et j'ai bien copié l'adresse de y. Ce qui fait que dans px ici, j'ai bien stocké l'adresse de x et dans py, j'ai bien stocké l'adresse de y. Je mets souvent p pour préfixer, c'est un pointeur. Mais au final, j'ai une autre fonction, puisque j'en ai toc. J'ai une autre fonction, hop, qui est ici, sauf que cette fois-ci, je n'ai pas deux variables, j'ai deux variables spécifiques qui sont des pointeurs. Donc j'ai un pointeur là, px, et j'ai un pointeur là qui est py. Ok. Et donc px et py, qu'est-ce que j'aurais donné? J'aurais donné l'adresse de x et de y, mais l'adresse vraiment de ceux-là. Alors là, il faut que j'essaie que ce soit pas trop le bordel d'un point de vue pointeur, mais en fait, je pointe bien vers ici, et je pointe bien vers ici. Ok? Et donc, dans ma fonction, d'ailleurs, on peut regarder, dans ma fonction pointeur passage barre adresse, là, mon px, il vaut bien la valeur, l'adresse de ma variable x du main. Alors, on pourrait le regarder, ma variable x du main, elle est à quelle adresse? 70 et 64. Ah, pardon, j'ai glissé, chef. Mes variables x et y de mon main sont bien à l'adresse 70 et 74. Et les valeurs de px et py sont bien 70 et 74. On est bien d'accord là-dessus. Okay. Par contre, mon px et mon py ont bien leur propre adresse qui se trouve dans le contexte de ma fonction pass by address. Okay. Et comme dans ma fonction pass by address, à un moment donné, je fais un déréférencement. Le déréférencement, souvenez-vous, il permet de désigner cette fois-ci, non pas la case, mais le contenu de la case. Un rappel, le déréférencement, c'est ce qu'il fait. Il accède au contenu de la case. Okay. Et donc, je peux bien modifier ce contenu-là en mettant un 5 ici et un 6 ici. Et c'est pour ça que quand je fais un passage par valeur, d'un point de vue local, mes variables ont bien été modifiées, mais d'un point de vue main, mes variables n'ont pas été modifiées. Par contre, en faisant un passage par adresse ou par référence en C++, en fait, derrière les références, c'est du pointeur qui se cache. C'est juste que la notation est un peu plus facile. Et bien là, du coup, je peux réellement récupérer les valeurs 5, 5, 5 et 6, 6, 6 dans mes variables du main cette fois-ci. Ok. Et c'est pour ça que les pointeurs existent. C'est pour pouvoir récupérer des valeurs. Ok. Des valeurs à une adresse. Petit exemple. Comment est-ce que j'affiche un entier sur la console? Je fais un... Alors, supposons j'ai une variable que j'appelle i. Int i égale 5 par exemple. Allez-y. Printf. %d. Esperluette? Non, juste i. Par contre, si je fais un scanf, si je modifie la variable i, qu'est-ce que je vais faire? Et là, on va mettre l'esperluette. Alors pourquoi là, on va mettre l'esperluette? Là, je veux modifier i. Je veux que le i qui est ici prenne la valeur que je récupère. Là, je ne veux pas le modifier. Donc là, un passage par valeur, le i, qu'on se rappelle bien, au moment où j'appelle une fonction, printf, ça reste une fonction, qu'est-ce qui va se passer?
il va être remplacé ici par sa valeur. Donc printf, il va pas connaître i, il va connaître 5. On est bien d'accord. Si je fais pareil avec scanf, scanf, si je lui passe 5, eh ben, il peut bien modifier 5 par 4, par exemple. C'est pas i qui est modifié. Donc qu'est-ce que je fais à la place? Je passe l'adresse de i, 0x, je sais pas quoi. D'accord? Donc on soit bien d'accord là-dessus. C'est pour ça que printf, il n'y a pas d'esperluette. Et que pour le... printf, il n'y a pas d'esperluette. Et pour le scanf, il vous faut l'esperluette. Ok? Ça vous va ça? J'ai encore des choses à dire. Mais déjà pour l'instant, est-ce que il y a des choses que vous pensez qui sont encore floues? Je pense déjà si vous avez ça, vous avez l'essentiel à retenir. Ok? Après, on peut aller chatouiller un petit peu plus. Pas de questions particulières pour l'instant? Eh ben, je continue. Je continue. On va zapper toute cette partie passage. Parce que voilà, c'est la partie, on va dire, pas plus ou moins la plus technique, en vrai. Après, le reste, ça passe. On va parler déjà d'allocation dynamique. Ouais. Parce que du coup, si jamais par exemple on fait une fonction d'ordre humaine qui s'appelle addition et qu'elle te demande, là on n'est pas obligé de passer par pointeur. Ça dépend. Addition, si tu veux faire une fonction int addition, entre parenthèses, int a, int b, qui va additionner a plus b, qui va te retourner, je parle bien de return, le résultat, là tu n'as pas besoin. Ok. Si tu fais une fonction min, qui te retourne l'indice du minimum dans un tableau, tu n'as pas besoin. Si tu fais une fonction max, qui te donne l'indice du maximum dans un tableau, tu n'as pas besoin de pointeur, parce que tu peux te débrouiller avec le return. Par contre, tu fais une fonction min-max, qui te renvoie l'indice du min et l'indice du max, il faudrait que tu puisses retourner deux valeurs. En C, c'est pas possible. En Python, c'est possible par exemple, mais pas en C. Donc ce qu'on va faire, c'est que tu vas avoir deux arguments qui vont être des pointeurs vers la variable dans laquelle tu voudras stocker l'indice min et la variable dans laquelle tu voudras stocker l'indice max. Voilà. Donc notamment, effectivement, on utilise aussi les pointeurs pour faire des retours multiples de fonctions. Ok, donc si on retourne qu'un seul truc, pas besoin, mais si on en retourne plusieurs... Voilà. Après, la convention, selon le développement, typiquement sous Linux, tu vas avoir pas mal de fonctions qui, même si tu retournes un paramètre, ils vont te le retourner en pointeur. Pourquoi? Parce que la fonction va faire en sorte de te renvoyer un code d'erreur tout le temps. En gros, tu testeras, est-ce que j'ai réussi à ouvrir mon fichier? Est-ce que j'ai réussi à faire mon scanf? Est-ce que... Et donc en fait, le type de retour, la valeur de retour va souvent être réservée pour des usages de contrôle, vérifier que combien d'octets tu as lu, tout ça, enfin, voilà, vérifier que ça s'est bien passé par exemple. Et les valeurs vraiment retournées, je mets des guillemets sur retournées parce que c'est pas du vrai return, elles seront faites par pointeur. Voilà. Donc là, ça dépend des usages. Ça marche, merci. Ok, je vous fais deux mallocs là, ici. À votre avis, première ligne, combien d'octets je réserve en mémoire? Non, 3. 10 éléments, chaque élément fait un octet. Donc je réserve 10 octets. Et là, deuxième ligne, 40 octets. On est clair là-dessus? Je compile. J'exécute. Alors, mon size of, 8 octets, 8 octets. C'est quoi ce délire? Tout à l'heure, j'ai fait un tableau, size of du tableau, j'avais bien 16 octets. Ouais, là, c'est pas un tableau. Effectivement, c'est un pointeur. Donc, en fait, le size of, là, il s'applique pas à l'élément que je viens d'allouer, dynamiquement. Le size of, il s'applique bien à lui. Et lui, c'est quoi? C'est un pointeur. C'est une variable qui contient une adresse. Et comme toute variable qui contient une adresse, elle fait 8 octets. Ok? Hop, je vais faire un peu de ménage. Donc là, j'ai bien un pointeur. Pointeur en a mis orange. J'ai bien mon pchar qui est là. J'ai bien mon pint qui est là. Et les deux pointeurs, ils font la même taille. Hein. Qu'on soit bien d'accord. Pchar, pint. Ils font bien la même taille. On est d'accord là-dessus? Ok. Leurs adresses, maintenant. Je regarde l'adresse de mon pointeur pchar et l'adresse de mon pointeur pint. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Déjà, comparer l'une à l'autre. Elles se suivent.
et qu'on compare ça à la variable E, ça suit aussi. Donc ça veut bien dire que P sharp et int, ils sont bien collés, lui on va pouvoir le dégager, je m'en sers plus, ils sont bien collés à mes variables de ma fonction main. D'accord? Tout est bien ensemble. Ok. Dernière chose, ça. C'est la valeur contenue dans P char et dans P int. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est l'adresse de la première case? Ouais, c'est l'adresse de la première case. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que c'est au même endroit? Non. Pourquoi? Là, on commence par 0,56, on commence par 0,7F. Donc, il y a vraiment un décalage de plusieurs gigaoctets. Okay, donc, on est dans un autre espace mémoire. Okay. Gigaoctets dans la mémoire virtuelle. Okay. Ça veut dire qu'au final, les données qu'on a allouées, les tableaux de 40 octets et de 10 octets, ils ne sont pas là. Ils sont dans un autre segment de mon programme qu'on appelle le heap ou le tas. Pardon. Un autre segment, ça appartient toujours au processus, hein, c'est toujours dans ce grand rectangle-là. Mais par contre, c'est un autre segment qu'on appelle le tas. Ah. Ou le heap. Ok. Ça, j'en reparlerai plus tard. Mais qu'on soit bien d'accord, quand on fait de l'allocation dynamique, le pointeur, lui, il est bien une variable locale à votre fonction. Donc votre pointeur pint ou votre pointeur pchar, c'est bien une variable qui est déclarée dans le main et qui appartient au main. D'accord? Ce qui n'appartient pas à la fonction main en revanche, c'est les données que vous venez d'allouer. Par contre, vous venez de gagner un accès à ces données-là grâce au pointeur qui contient l'adresse de la première case effectivement qui est stockée. D'accord? Donc là, on va commencer à voir un petit peu la dissociation d'espace mémoire. C'est des choses qu'on reverra encore en TP. Peut-être un petit peu moins chez les FISA parce que comme vous avez 4 heures de TP en moins, la partie allocation dynamique, ça dépend de vous, quoi. Mais en gros, voilà. Nous, on va plutôt travailler sur la stack. Ok. Alors, supposons, je remplis toutes les cases du tableau avec, en gros, ça va faire normalement 0, 11, 22, 33, 44. Voilà. J'essaie d'accéder aux valeurs. Est-ce que c'est facile d'accéder aux valeurs? Bah ouais, hein, logiquement. Là, je fais la valeur pointée par pchar et la valeur pointée par pint. Donc, c'est la valeur déréférencée de la première case. Qu'on soit bien d'accord. Ça vaut 0. Est-ce que ça vaut le coup que j'essigne les tableaux Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vais redessiner vite fait. Je vais essayer de faire ça vite. Hop là, merde. Donc supposons, je vais juste faire mon heap ici, ça va être plus simple. Pardon, ma stack ici, et je vais faire mon heap ici, ça va être plus simple. Donc on se bien d'accord, dans mon heap, je vais avoir, toc, un char qui va être stocké 10 fois, toc. Ok, donc là j'ai ma première allocation, et je vais aussi avoir un entier qui va être stocké 10 fois. Ok. Et donc, quand je fais la valeur pointée par pint, je vais pointer où ça? Vers la première case. D'accord? Et pchar, il me pointe bien vers la première case ici aussi. Par contre, quand je commence à déréférencer, comme je suis en train de le faire ici, j'accède cette fois-ci bien au contenu. D'accord? Rappelez-vous, le déréférencement, c'est pour accéder au contenu. Ok? Et donc là, quand j'accède au contenu, j'ai bien la valeur 0, puisque normalement, je vous ai dit, hein, je suis censé avoir 0, 11, 22, 33 et ainsi de suite. Ok. Comment je peux accéder à la case suivante? Parce que là, avec le déréférencement de pint, je peux accéder à la première case. Comment je peux accéder à la case suivante? Comment je peux accéder à la case numéro 1? Ok. J'ai du mal à faire stéréo. Mais ouais, du coup, effectivement, on peut se déplacer du nombre d'octets. Ok. Alors, typiquement, c'est plus ou moins ce que j'essaye de faire ici avec char, tiens. D'accord? Si je fais pchar++, on est d'accord que la valeur de pchar, elle augmente de 1. Et donc, normalement, j'accède à la case suivante. Je sauvegarde. Hop là. J'exécute. Je compile. J'exécute. Yes! Par rapport à avant, j'ai bien augmenté de 1 la valeur de mon pointeur. Donc l'adresse pointée.
Et donc j'accède bien à la case suivante. Youpi. Ok. Et maintenant, si je fais pareil avec pint, ça n'a pas marché. On est d'accord? Merde, ça marche. J'étais bien à B0 et D0. Et là, maintenant, je suis à B1 et D4. Donc, quand je fais un plus plus là, ça fait pas plus 1. C'est plus le nombre d'or. Plus size of du type pointé. Ok. C'est pour ça qu'on fait du char étoile, du void étoile, du int étoile, du double étoile, du float étoile, tout ce que vous voulez étoile. Ok. Le type, c'est un pointeur. Donc, stocké sur 8 octets. Par contre, ça va changer l'arithmétique derrière pour les opérations. Ok, en fonction du type qui est pointé. Et donc, comme ça, je peux bien avancer à la case suivante et accéder ici. Je peux faire plus plus. Je peux faire moins moins. Je peux faire moins égal 1. Ok. Là, j'explique vraiment que je veux vraiment réduire de 1. Mais il comprend que c'est un pointeur. Et donc, comme il comprend que c'est un pointeur, il comprend qu'il veut reculer d'une case mémoire. Ok. Et donc, j'étais bien à D0 et puis D4. Et en faisant le moins égal 1, je retourne bien à D0 et donc à la première case mémoire. D'accord? Mais qu'on soit bien d'accord, hein, si vous faites plus plus moins moins, vous changez la valeur de votre pointeur. Donc vous changez la destination de votre flèche. Ouais, mais du coup ça change en dessous, c'est chiant. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Merci. Pareil, je peux faire ça. Je peux avoir cette notation-là. Plutôt que de modifier la valeur du pointeur, et donc faire plus, 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 parce que si je fais plus, 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 j'ai perdu l'accès à ma première case. Donc le plus simple, c'est pas de faire plus, plus, c'est de faire P char plus 1, ou P char plus 3, ce qui me permet d'accéder à la case numéro 3. Ok. Dernier test là-dessus. Si je fais P char plus 3, j'ai bien P char qui était à B0 plus 3 octets puisque c'est des chars. Si je fais P int plus 3, j'ai bien D0 plus 3 x 4, 12. Donc c'est en hexadécimal. Et donc j'ai bien ça. Ok. Et donc là, j'accède bien à la case plus 3. Et ça, effectivement, c'est la magie du pointeur. C'est toute l'arithmétique qui s'adapte au type pointé. Et ça, c'est cool. Parce que les pointeurs, c'est chiant quand même à la base. Mais ça, c'est cool. Ça va? Eh ben, je suis surpris, il n'y avait pas une autre notation. Si vous voulez partir, allez-y. Il n'y avait pas une autre notation pour accéder à la troisième case d'un truc malloqué qui a été alloué dynamiquement. Eh ben, en fait, vous pouvez très bien, avec les pointeurs, utiliser la notation tableau. C'est-à-dire que P char plus 3, c'est équivalent à... Ouais, pardon. Déréférencement de P char plus 3, c'est équivalent à P char crochet 3. Strictement la même chose. Ok. Et bonus, on peut utiliser la notation pointeur avec des tableaux aussi. Parce que là, c'est la notation tableau utilisée avec des pointeurs. Mais on peut utiliser la notation pointeur avec des tableaux. Et donc, on peut faire ça aussi. Mais à la limite, c'est pas ce qui nous intéresse ici. Ok. Et dernière chose sur les pointeurs, on n'oublie surtout pas qu'on a fait du malloc, de faire la désallocation mémoire. Ok. C'est un truc que vous allez voir pas mal en C++ en ce moment. Hein. Si vous, dans votre constructeur, pardon, vous avez un new quelque part, votre destructeur il doit avoir un delete. C'est obligé. Si vous avez un new crochet, vous avez un delete crochet. Voilà. Ok. Moi j'ai fait le tour. Est-ce que vous avez des questions? Ça vous va? Ok.